Alors, l'Union européenne, on en parle souvent comme d'une superpuissance économique, mais c'est aussi, et c'est ça qui nous intéresse, un géant qui a peut-être les pieds d'argile. C'est un sujet absolument central pour le bac, alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble, point par point, les fissures qui la fragilisent, celles qui viennent de l'intérieur et celles de l'extérieur. Allez, on y va. Oui, parce que pour bien comprendre les faiblesses, il faut d'abord poser les bases, mesurer la puissance. Et quelle puissance! L'Union européenne, c'est tout simplement le premier marché du monde. Pensez-y, 447 millions de consommateurs. Sur le papier, c'est un mastodonte économique, incontesté. Mais voilà, le problème, c'est que ce statut de leader, il est aujourd'hui menacé. Alors la question, elle est là. Est-ce que ce géant est en train de se fissurer? Parce que oui, derrière cette façade de puissance, il y a toute une série de crises, à la fois internes et externes, qui viennent, petit à petit, grignoter les fondations mêmes de l'Union. C'est sa cohésion et peut-être même son avenir qui sont en jeu. Et c'est exactement ça qu'on va analyser ensemble. Ok, voilà le programme. D'abord, on va regarder les visions qui s'opposent au sein de l'Union, puis la montée de ce qu'on appelle l'euroscepticisme. Ensuite, on verra pourquoi c'est si compliqué d'avoir des politiques communes. On passera aux pressions mondiales et on terminera en se demandant quel avenir pour l'Europe. On commence tout de suite avec les tensions internes. Voilà, premier point, et c'est sans doute le plus fondamental. Depuis le tout début de la construction européenne, il y a une question qui n'a jamais été vraiment tranchée. Au fond, l'Union, ça doit être quoi? Et en gros, il y a deux grandes écoles qui s'affrontent depuis le départ. D'un côté, on a la vision fédérale, souvent associée à l'Allemagne. L'idée, c'est de dire, allez, on délègue une partie de notre souveraineté nationale pour créer une union beaucoup plus forte, un vrai bloc. Et de l'autre côté, on a une vision plus, intergouvernementale, défendue historiquement par la France ou le Royaume-Uni. Là, l'idée, c'est, on coopère, oui, mais chacun reste maître chez soi, on préserve à tout prix la souveraineté nationale. Et ce débat, il n'est toujours pas résolu, c'est ce qui explique pas mal de blocages aujourd'hui. Et comme si ça ne suffisait pas, l'arrivée des pays d'Europe centrale et orientale, les fameux PECO, après la guerre froide, a rajouté une troisième vision dans le mix. Pour ces pays, l'Union, c'est avant tout un outil très pragmatique, un moyen d'assurer la sécurité, la prospérité économique. C'est une vision moins idéologique, beaucoup plus terre-à-terre. Du coup, on se retrouve avec au moins 3 visions différentes de ce que doit être l'Europe. Forcément, ça crée des étincelles. Toutes ces divisions, ajoutées à d'autres crises qu'on va voir, ont une conséquence directe et très préoccupante, une méfiance qui grandit année après année envers le projet européen. Et cette méfiance, elle a un nom, l'euroscepticisme. En clair, c'est ce sentiment, de plus en plus partagé, que l'Europe est devenue une sorte de machine administrative, un peu lointaine, dirigée depuis Bruxelles par des technocrates. Une Europe qui serait déconnectée des problèmes du quotidien. Et cette critique, elle a trouvé un écho de plus en plus important ces dernières années. D'ailleurs, ce sentiment, il ne sort pas de nulle part. Il a été nourri par une succession de chocs assez violents. Regardez, d'abord, la crise financière mondiale en 2008, puis la crise de la dette dans la zone euro. En 2015, la crise des migrants. À chaque fois, l'image renvoyée était celle d'une Europe soit impuissante, soit qui impose des politiques d'austérité très dures. Et tout ça, ça finit par mener au point de rupture qu'on connaît tous, le Brexit. Et si on cherche une preuve de ce fossé qui se creuse entre les citoyens et l'Union, il suffit de regarder ce chiffre, celui de l'abstention aux élections européennes. En 2019, la moitié des électeurs ne sont pas allés voter. La moitié, c'est énorme. C'est bien le symptôme d'une forme de désintérêt ou en tout cas d'une déconnexion vraiment profonde. Et le point culminant de cette montée de l'euroscepticisme, l'événement le plus marquant, c'est bien sûr ce chiffre. 51,9%. C'est le score du Leave, le vote pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union en 2016, le Brexit. C'est la toute première fois qu'un pays membre décide de quitter le navire. Un séisme politique, une véritable onde de choc pour toute l'Europe. Ce qui nous amène à une autre fragilité majeure, cette énorme difficulté qu'ont les 27 pays membres à se mettre d'accord pour agir ensemble, surtout quand on touche à des sujets sensibles, des sujets qui relèvent de la souveraineté. Prenons un exemple que tout le monde connaît, l'espace Schengen. C'est peut-être l'un des acquis les plus concrets de l'Union pour les citoyens. L'idée est géniale. Sur le papier, on supprime les frontières entre nous et on a une seule frontière extérieure, commune, qu'on protège tous ensemble. Sauf que cette belle idée a été mise à très très rude épreuve. Et le test, ça a été la crise migratoire de 2015. Là, d'un coup, le système a été mis sous une tension extrême. Des pays comme l'Italie ou la Grèce, qui sont en première ligne, se sont retrouvés complètement dépassés. Ils ont appelé à l'aide, demandé de la solidarité, et la réponse, elle a été très faible. On a surtout vu un réflexe de chacun pour soi, avec des pays qui ont même rétabli des contrôles à leurs frontières, au sein même de Schengen. Ça a vraiment exposé au grand jour les limites de l'unité européenne. Et la gestion des frontières, ce n'est pas le seul domaine où ça coince. Loin de là. La défense, par exemple. Le projet d'une armée européenne, ça date des années 50 et ça n'a jamais abouti. Ou encore la fiscalité. Là, c'est la jungle. Chaque pays défend son système d'impôts, ce qui crée une concurrence fiscale entre les membres.
En fait, dès qu'on touche à ces domaines très régaliens, l'intérêt national finit presque toujours par l'emporter. Forcément, toutes ces divisions en interne, ça a une conséquence directe sur la scène mondiale. Ça affaiblit l'Union européenne. Voyons un peu comment elle peine, du coup, à exister en tant que bloc uni face aux autres géants. Alors, juste pour qu'on soit clair sur les termes, en géopolitique, on distingue souvent deux types de puissance. Il y a le hard power, la puissance dure, c'est la force militaire, le poids économique, et il y a le soft power, la puissance douce, c'est la capacité d'influencer par sa culture, ses valeurs, sa diplomatie. Bon, et sur le hard power, il faut bien le dire, le bilan de l'Union est assez mitigé. Sur le plan militaire, l'Europe parle rarement d'une seule voix. L'exemple le plus connu, c'est la guerre en Irak en 2003, qui a profondément divisé les membres. Et sur le plan économique, même là, l'Europe peine à agir en bloc. Par exemple, dans le numérique, on est ultra dépendant des GAFAM, les géants américains. On n'a pas réussi à faire émerger nos propres champions. Et ce graphique, il résume bien la situation. L'Union européenne, avec environ 15% du PIB mondial, est aujourd'hui prise en sandwich entre les deux superpuissances que sont les États-Unis et la Chine. Le centre de gravité de l'économie mondiale a clairement basculé vers l'Asie. L'Europe n'est plus ce leader économique qu'elle a pu être. Et la compétition est devenue absolument féroce. Alors, après tout ce qu'on vient de voir, la question se pose. Comment l'Union peut-elle surmonter tous ces défis, internes comme externes? Quelle est la voie à suivre? Eh bien, la clé de lecture est peut-être dans cette phrase d'Hubert Védrine, un ancien ministre français. Il dit « Ce qui affaiblit l'UE aujourd'hui, c'est le décrochage interne des peuples. » Et c'est une idée très forte. Ça veut dire que le défi numéro 1 pour l'Europe, ce n'est peut-être pas la Chine ou les États-Unis, mais c'est de renouer avec ses propres citoyens. Le vrai problème, il est d'abord interne. Et c'est donc là-dessus qu'on va conclure. La question essentielle, la voilà. L'Union peut-elle réussir à reconquérir ses citoyens? Parce qu'avant de vouloir peser dans le monde, avant d'être un géant géopolitique, elle doit d'abord ressouder les liens avec ses propres peuples, retrouver leur confiance. C'est sans doute au cœur de ce défi que se joue tout son avenir. C'est une excellente piste de réflexion à garder en tête pour vos révisions.